L'actualité de cette semaine, elle a été marquée par la victoire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a été brillamment élu président des Républicains avec 74,3% des voix. C'est une large victoire sur son rival Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. On va en parler. Petit point sur les chiffres quand même, il y avait 121 000 personnes inscrites pour voter. Il y en a 97 000 qui ont voté. Je vous rappelle quand même, en comparaison, qu'en 2024, les Républicains, c'était 43 000 cartes. Ils sont passés de 43 000 à 121 000, ce que je trouve être une opération incroyable pour refaire son vivier de militants. Tu l'expliques comment, toi ? De l'espoir pour Emilien, du coup, parce que ça veut dire qu'il y a du taf à l'avenir. Mais ils sont immortels. C'est pas la peine de chercher, ils sont immortels. Non, mais je vous rappelle qu'il revient un peu d'entre les morts. Il y a 2 ans, on a Pécresse qui fait un peu la manche pour rembourser la dette. Et depuis, on a des LR arrivés 5e, je crois, aux législatives, mais qui finissent par gouverner avec Michel Barnier et qui reviennent dans le jeu. Donc qu'il y a eu un boom d'adhésion pas trop inquiet. Mais pour moi, très intéressant ce qui s'est passé dimanche dernier. Bah ouais, raconte-moi, parce que je te pose la question comme ça. Est-ce qu'on a assisté à la primaire des Républicains ? Pour moi, c'était la primaire parce que le score de Bruno Retailleau élu président est sans appel. Ouais, ok, d'accord. Si on avait eu un petit équilibre, tu vois, un petit 55-45, allez, on peut dire, on décidera plus tard. Et en attendant, c'est Bruno qui tient la maison. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est sans appel. Laurent Wauquiez peut aller se rhabiller, pas que pour l'hiver, pour toutes les saisons qui arrivent. Et, avec cette doudoune rouge. Et c'est un vrai boulevard pour Bruno Retailleau et pour 2027, parce qu'on sait qu'il a des ambitions pour 2027. Oui, assez clairement, Bruno Retailleau, en tout cas, on lui prête des intentions pour la présidentielle, ce qui permet du coup potentiellement... Non, t'es pas sûr ? Non, je sais pas, il l'a pas dit, en tout cas, il l'a pas déclaré pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que ça participe à figer un petit peu le paysage à droite, à le clarifier peut-être même, comme disait Thomas Legrand dans Libération. C'est-à-dire qu'on a Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Marine Le Pen. C'est le trio. Alors, Jordan Bardella à la place de Marine Le Pen, magnifique, sans doute, mais c'est le trio des 3 visages de la droite, des différents courants de la droite. Il y aura peut-être un petit Éric Zemmour en plus. Voilà. C'est cadeau, parce que Sarah Knapos ce matin te dit que Bruno Retailleau, elle est prête à bosser avec lui. Eh ben nickel. Oui, mais il y a, ça pourrait être intéressant. Eric, et il y a Darmanin dans l'histoire aussi, les copains. Qu'est-ce que t'en penses, Émilien ? Est-ce qu'on a une droite clarifiée ou est-ce que rien n'a été clarifié à l'occasion de cette élection présidentielle chez les Républicains ? C'est pas clarifié dans le sens où depuis 2012 en fait celui qui devient président du parti n'est pas automatiquement, d'ailleurs ça n'a jamais été le cas depuis 2012, le candidat à l'élection présidentielle. Donc rien ne dit que il y aura sans doute un vrai processus de sélection, une forme primaire au moins fermée, peut-être pas plus, et il reste toujours des gens qui ont envie. Il reste des David Lina, il reste des Pécresse, il reste des Bertrand. Wauquiez, je sais pas ce qu'il en sera, mais il faut jamais l'oublier, parce que le tour commence à passer, et donc c'est sûr qu'il a actuellement la main mise sur le parti, il a une cote de popularité importante à droite, donc c'est grâce à les militants, du coup, lui sont largement acquis. Donc c'est vrai que se posera la question, est-ce que les autres vont laisser faire, en fait ? Ouais. Quand tu as les 3/4 des adhérents qui sont là pour Retailleau, est-ce que tu laisses faire une primaire fermée ? C'est des trucs qui sont suicidaires. Donc ça, faudra voir, mais c'est sûr que ça lui donne un avantage. Mais en tout cas, en termes de ligne politique, il n'y a rien qu'à changer fondamentalement. Il faudra voir le travail que le parti fait, mais pour l'instant, c'est peut-être pas miraculeux. Moi, le parti Les Républicains, ça fait 10 ans que je dis la même chose, c'est qu'ils ont un problème d'espace politique, c'est qu'ils sont cornerisés, coincés entre un macronisme qui mène une politique à droite, libérale, européenne et autoritaire qui plaît à un certain électorat de droite, et de l'autre côté, un Rassemblement national qui joue la dédiabolisation, qui sort le costume et la cravate, et qui essaye de présenter un visage présentable aux électeurs. Et entre ces deux mastodontes, ça écrase le parti des Républicains qui n'a plus de spécificité dans le paysage politique, y compris à droite. Ça sert à quoi de voter LR quand tu peux voter Le Pen ou quand tu peux voter Macron ? Qui sont 2 mastodontes, qui ont des millions et des millions de bulletins, qui sont plus sexy d'un certain point de vue. Et je me pose la question de savoir si un Bruno Retailleau, peut-être, peut réussir à aller rechercher des électeurs au Rassemblement national. Mais en fait, il peut toujours, quelque part, faire cette opération. Mais la question, c'est finalement, s'il prend 5 points au RN... quel intérêt ? Marine Le Pen est toujours à 31%. Si, il y a un intérêt, ça divise et ça permet justement de faire en sorte que le RN n'arrive pas au pouvoir. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, la chute des Républicains était telle qu'à un moment donné, il faut arriver
donc à prendre significativement RN, à repasser devant le candidat macroniste. Donc c'est quand même... Je vais rajouter un argument quand même. On a un RN au sein duquel c'est le bordel. On ne sait pas ce qui va se passer entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est pas sûr qu'ils s'entendent, c'est pas sûr que ça fonctionne. Peut-être que c'est la fin du RN à plus de 20%. Deuxièmement, du côté de la Macronie, se pose la question de savoir si la Macronie va survivre. Ouais, mais ça se décidera après l'élection, tout ça. Peut-être. Je veux bien rebondir là-dessus. Vas-y, Léa, vas-y. Parce que précisément, moi, ce qui me fait triper un peu dans cette histoire, j'avoue, ça m'amuse un peu, c'est les LR qui se sentent un peu poussés des ailes là, au gouvernement, du coup, parce que comme il y a cette coalition avec quand même pas mal de LR au sein du gouvernement, le fait que un membre du gouvernement, qui pas des moindres par ailleurs, il est quand même ministre de l'Intérieur, donc il est dans le rang protocolaire, il est quand même assez élevé, remporte cette primaire avec un large score. Il y a une espèce de sensibilité en mode, du côté des ministres LR, qui se disent bon bah voilà, maintenant c'est plié, on reprend le dessus. D'ailleurs, Sophie Primas a dit que c'était fini le macronisme. Et Gérard Larcher a enfoncé le clou. Et ouais, donc du coup, je pense qu'ils veulent un peu saisir l'occasion en se disant bon bah c'est bon, c'est le moment de revenir. On a par ailleurs quand même, ils sont au gouvernement, ce qui est vraiment absolument lunaire en termes ne serait-ce que mathématiques vu le résultat des élections législatives. Ils sont au gouvernement, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, ils sont quand même en position de force. Le paradoxe, c'est que être au gouvernement, ça use et ça fatigue. Oui. Sarkozy en sait quelque chose, Hollande en sait quelque chose, Bien Macron sûr. est en train de commencer à comprendre que ça veut dire quelque chose. Et Bruno Retailleau, peut-être qu'il peut, ce serait paradoxal de ouf, mais il peut réussir à incarner une nouveauté au sein d'un mouvement vieillissant. C'est ce que Sarkozy a réussi à faire en 2006-2007. Il était le candidat de l'UMP qui était fatigué par l'exercice du pouvoir chiracien, mais il a réussi à incarner la nouveauté. Et ça, je trouve ça dingue, mais c'est passé aux yeux de beaucoup d'électeurs qui se sont dit « Ah ouais, il est jeune, il est vif, vas-y, on y va ». Est-ce qu'un Bruno Retailleau peut réussir à refaire ce modèle-là en 2027 ? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'il va tout essayer pour le faire. T'en penses quoi, Malek ? À noter, alors les sondages à 2 ans du scrutin, il faut toujours faire attention évidemment, mais depuis, donc si on fait le comparatif entre les chiffres de fin mars et les chiffres d'aujourd'hui avec un Bruno Retailleau élu président des LR, on a un Bruno Retailleau qui prend plus 5 points dans les sondages et il les prend en grande partie à Marine Le Pen. Donc bon, il arrive toujours pas au seuil pour se qualifier au second tour, mais quand même, il fait une percée. Moi, dans un contexte plus global, là où il peut incarner la nouveauté, incarner la nouveauté, je ne sais pas. Quand tu parles des mastodontes et de l'offre politique, en l'occurrence, il y a un mastodonte qui tombe, c'est la Macronie, qui du coup se disloque, donc il n'y a plus de mastodonte à gauche. Enfin, à gauche, on s'est compris. Et surtout, là, moi, ce que j'observe, c'est que un Bruno Retailleau aux affaires élu président des LR, il dicte l'agenda politique. Ouais. Il le dicte avec le rapport dont j'ai parlé dans ma carte blanche, mais il le dicte aussi depuis en réalité son arrivée à Beauvau. Depuis septembre, celui qui dicte un peu façon valse aussi quand il est arrivé en ministre un peu omniprésent, c'est lui aujourd'hui qui dicte l'agenda. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que ça va nous donner pour 2027 en termes de débat. En 2022, on s'est tous fait le reproche de le débat n'était pas au niveau, on n'a pas parlé des véritables préoccupations des Français. Et bien là, ça dit quoi pour 2027 ? Est-ce qu'on va parler encore du travail qui rémunère mal et de la transformation du travail ? Est-ce qu'on va parler de l'effondrement de l'hôpital et de la santé ? Je n'ai pas l'impression. Ça, c'est pas Retailleau qui va en parler en tout cas. On en est très loin. Par contre, pour parler islam, les banlieues... voilà, c'est ça la ligne de Bruno Retailleau, c'est la peur. On a quand même un chef de parti qui est ministre dans une coalition dans laquelle il y a des mésententes assez importantes entre ce parti-là et le reste des partis, en l'occurrence la Macronie. Je prends un exemple, c'est la proportionnelle. La proportionnelle, les bayrouistes la réclament depuis 20 ans. Les républicains s'y opposent depuis toujours et éternellement. Qu'est-ce que ça peut donner, ça ? Qu'est-ce que ça peut donner, les consultations entre les partis, là ? Déjà que c'est pas facile, on va pas se mentir. Et je pense qu'il doit y avoir aussi une certaine compétition qui doit se jouer au sein même du groupe LR ou ancien LR du gouvernement. Je pense à Darmanin qui doit se dire quand même, merde, je vais faire quoi maintenant ? Je vais me positionner où, etc. Faut voir, mais moi je suis d'accord avec Émilien, c'est quand même pas plié non plus pour Retailleau, dans le sens où... les Républicains peuvent nous surprendre et on n'est pas à l'abri que ce soit un autre candidat qui soit finalement désigné pour 2027. D'autant qu'ils adorent se tirer dans les pattes. Donc j'imagine qu'en interne, il doit y avoir quand même un certain nombre de stratégies
pour essayer de se dézinguer les uns les autres. C'est quand même aussi ça qui joue énormément. On l'a vu avec Pécresse, ils l'ont pas aidé, on va pas se mentir. Non, clairement pas. Donc voilà, je sais pas trop quel est son avenir politique, mais en tout cas, moi, je suis aussi tout à fait d'accord avec Malek sur le fait que ça augure rien de bon sur effectivement le débat public. Et après, moi, le seul avantage que j'y vois, c'est que ça va diviser les voix à droite. Moi, plus d'être candidat à droite, et mieux je me porte. Mais effectivement, la question du débat public reste d'être un peu pénible. Et elle l'est déjà. On va pas se voiler la face. Yeah. Mais après, est-ce qu'il a vraiment cette ambition-là? Je sais pas. Oui, c'est pas. Oui. Ouais. Oui. Comme n'importe quel homme ou femme politique qui a un tout petit peu d'attention en France, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il veuille y aller. Il avait déjà hésité en 2022. Il s'était dit, bon, quand même, les gens sont un peu capés. On a du Pécresse, du Bertrand, tout ça. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que là, il a un boulevard pour y aller, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui a fait remarquer que les Républicains, dans les négociations, avaient dit qu'ils étaient potentiellement OK pour la proportionnelle à condition qu'on rajoute le cumul des mandats. Ça me rend ouf. Quel coquin. Mais tu sais que même Bayrou a parlé de la possibilité de remettre le cumul des mandats. Oui, je sais. Les Républicains, ils ont eu l'intelligence de lier les deux en disant vous voulez la proportionnelle, vous remettez le cumul des mandats. Habile. Le retour des baronnies, c'est parti, le retour des baronnies chez les Républicains. Qu'est-ce qui a fait perdre Laurent Wauquiez ? Qu'est-ce que Laurent Wauquiez a mal fait, a raté dans cette campagne ? Est-ce qu'il était face à un ministre de l'Intérieur, donc c'est impossible de gagner ? C'est vrai que moi, je m'attendais quand même pas à une aussi grosse claque. C'est violent, quand même. C'est impressionnant, plus de 70%. Ouais, c'est assez violent, parce que finalement, en plus, il n'est pas forcément aussi visible qu'un ministre de l'Intérieur, bien évidemment, mais quand même auprès des sympathisants, c'est un visage connu. Wauquiez, il est là depuis longtemps, il a eu beaucoup de responsabilités au sein du parti. J'ai presque envie de dire plus que Rataillot, dans une certaine mesure. Donc je suis un peu surprise de cet écart quand même. Il y a les gens dans le chat qui disent il est nul. Alors il est peut-être nul à vos yeux, mais sauf erreur de ma part, vous n'avez pas voté pour le président des Républicains. Oh, je n'en sais rien. Donc, il est président de région. Donc vous n'étije pas la cible tout à fait du bonhomme. Il est président de région. Et puis je veux dire, en termes de surenchère des magots, il y est allé lui aussi avec Saint-Pierre et Miquelon et tout. Donc je veux dire, Bruno Retailleau n'a pas le monopole de la proposition de la connerie, Après, Emilien, il n'y a pas eu tant de débats sur la ligne politique entre les deux. Non, ils étaient globalement sur la même ligne. Je pense que du coup, ce qui a changé, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas contrôler. C'est-à-dire, effectivement, on n'est jamais sûr, mais dans la mesure où tu as 80 000 personnes qui adhèrent tout d'un coup au parti, alors il peut y avoir des anciens qui sont partis, mais on se doute que c'est plutôt pour le ministre de l'Intérieur qui est en train de faire le buzz que pour Laurent Wauquiez qui reste quand même beaucoup moins visible politiquement. Et après, il y a quelque chose qu'il pouvait contrôler, c'est-à-dire sans doute le côté réseau personnel. Alors, il a sans doute un réseau qui reste encore un peu vivace dans sa région, où c'est à peu près les seuls endroits où il remporte quelque part le duel. Mais en revanche, il a laissé une très mauvaise image, ça, tous les journalistes le disent, auprès des autres personnalités de droite. C'est pour ça qu'on a eu des ralliements de Bertrand, de Pécresse, de tout le monde en fait pour Retailleau, parce que juste en fait ils pensent que Retailleau au moins eux les respectera, alors que Wauquiez durant sa présidence du mouvement en 2017-2019 avait été perçu comme quelqu'un qui en gros pensait qu'à lui, quoi. Alors je précise qu'il n'est plus président de région, effectivement, président des mandats, tout ça, il est député. Il reste conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un poste extrêmement flou, pour le dire poliment. Est-ce que Wauquiez a les moyens de mettre des bâtons dans les roues de Retailleau vers l'Élysée, vers la candidature? Il peut y mettre tous les bâtons qu'il veut dans les roues. Parce qu'il a toujours le groupe. Je rappelle quand même un truc, c'est qu'il a toujours le groupe. Il y a quand même une situation paradoxale, les amis. On a un ministre de l'Intérieur qui est président d'un parti, dont le groupe est présidé par son premier opposant. Oui, il a fait un move un petit peu malin. Il a dit je remets la confiance dans les mains des députés. Donc évidemment, comme il n'y avait que lui, les députés ont dit vas-y, continue. Et tu crois que c'était à faute de mieux? Faute de mieux, oui, il a eu la confiance des députés, donc il reste président du groupe, et donc effectivement, il peut continuer à pousser des propositions de loi, il peut continuer à faire un chantage au soutien des députés au gouvernement. Donc oui, il peut toujours rester présent et faire ce qu'il sait faire de mieux. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si un ticket Philippe Retailleau, c'est sérieux ou pas? Malek? Je vois pas Philippe... J'y crois pas. Dealer avec ça.
je vois pas pourquoi ni Retailleau dealer avec Philippe. En fait, je pense que l'éventualité, c'est si il y a une candidature de gauche qui les fait peut vraiment apparaître flipper. comme le duel, enfin le Philippe au second tour. Genre François Ruffin, par exemple. Sans aucun doute, mais parce que en fait, je ne vois pas pourquoi Philippe s'embêterait avec Retailleau dans les pattes, qui lui enlèverait des voix des électeurs de centre-gauche. Retailleau a fait quand même campagne sur le fait qu'il y aurait une candidature du parti des Républicains. Donc, à moins qu'il y ait ce genre de sacrifice de soi-même pour empêcher la vilaine gauche d'aller au pouvoir, il n'y a pas de raison qu'il fasse un ticket, quoi. En tout cas, la suite de l'histoire dépendra peut-être en partie d'un milliardaire qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, qui a refusé pour la deuxième fois en moins d'une semaine de se rendre à la convocation de la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Le président Thomas Cazenave, le président de la commission, a annoncé qu'il saisissait la justice. Stérin doit s'expliquer sur son activisme politique avec son fameux projet Périclès qui avait été révélé par nos amis de l'Humanité. Oui. Un investissement de 150 millions d'euros sur 10 ans pour influencer le débat public et soutenir des candidats aux élections. Une commission d'enquête... Qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle qu'une commission d'enquête, c'est un groupe de travail de l'Assemblée nationale de députés de tous les bancs qui vont se mettre ensemble et qui vont mener une enquête sur un sujet en particulier pour voir s'il y a potentiellement des dysfonctionnements dans les pouvoirs publics en vue de proposer des amendements pour les réparer. Je rappelle qu'une commission d'enquête n'est pas un tribunal et n'est pas là pour élaborer des culpabilités individuelles, ni pour donner des peines. Mais quand même, le travail des commissions d'enquête est suivi de près par la justice, parce que sur la base des travaux d'une commission d'enquête parlementaire, la justice peut se saisir. Elle peut s'y saisir en parallèle, elle a parfaitement le droit. Et c'est sur la base des conclusions du rapport d'une commission d'enquête parlementaire que l'on peut faire évoluer la loi. Et c'est ça qui compte. En l'occurrence, là, les députés s'intéressent aux conditions dans lesquelles sont organisées les élections. Il y a un truc intéressant, Léa, c'est que la méthode de Pierre-Édouard Stérin, ce fameux milliardaire, c'est d'être omniprésent dans le paysage politique et médiatique. Et économique. Et économique aussi ? Et elle est commerciale, bien sûr. En fait, j'écoutais d'ailleurs ce matin une émission de France Inter. Je suis désolée, je n'ai pas relevé, mais je pourrais le retrouver pour celles et ceux que ça intéresse. La référence précise, qui expliquait comment finalement il a bâti son empire d'abord sur un empire financier. Il a lancé Smartbox, alors tout seul dans son garage, en mode avec 5000 boules, bref, on connaît l'histoire, soi-disant. Et c'est le succès absolu. Et puis du coup, il capitalise. Et en fait, ce qui expliquait les journalistes et les personnes qui intervenaient dans l'émission, c'est que c'était vraiment un plan. Et que d'ailleurs, il l'assume. Il l'a assumé en interview en disant que lui, il avait pour ambition de ramasser masse de thunes et ensuite d'aller effectivement irriguer un peu beaucoup même, parce que quand même 150 millions sur 10 ans, c'est quand même énorme. Les différents leviers d'influence qu'il peut identifier. Et c'est quand même assez hallucinant. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Alice Barbe, qui est activiste, fondatrice de Singa, etc., et qui s'intéresse beaucoup au cas Stérin, qui m'a montré un peu la cartographie sur laquelle elle a bossé et qui montre toutes ses interventions, que ce soit d'un point de vue économique et commercial, industriel et commercial, à travers une espèce de fonds d'investissement, mais aussi d'un point de vue purement idéologique, en allant financer soit des assos déjà préexistantes qui sembleraient pouvoir virer vers ces idées, les idées qu'ils portent, qui ne sont rien d'autre que des idées d'extrême droite, anti-wokistes, anti-machin, soit même créer des associations complètement délirantes où finalement, par exemple, qu'est-ce qu'il a créé comme association ? Des associations contre le racisme anti-blanc. Pour l'égalité dans l'antiracisme. Pour l'égalité. Ah ouais, voilà, c'est le nom de l'asso. Voilà. Ouais, attends, quoi ? Pour l'égalité, ouais. Pour l'égalité dans l'antiracisme. Ouais. C'est le nom de C'est le nom du bail. C'est le nom du bail. C'est génial. Et mais bref, et du coup, il fait ça vraiment à tous les niveaux. Et on l'avait vu d'ailleurs quand on était à Avignon, puisque c'était une des questions du quiz à la con. Il finance des marques, etc. Et il finance aussi des médias.
Il finance notamment l'Incorrect. Il souhaiterait racheter Valeurs Actuelles. Il a voulu racheter Marianne, mais la rédaction de Marianne s'y est opposée. Donc, enfin, les journalistes de rédaction s'y sont opposés. Donc, du coup, il n'a pas pu, ça a capoté. Donc, il finance en partie aussi le média en ligne, Le Crayon, il faut le savoir. Bref, il est vraiment partout. Et c'est quand même assez inquiétant de voir à quel point c'est une véritable galaxie, exactement, c'est le bon terme, d'influence, qui n'échappe à rien. Ils sont vraiment sur le délire de la métapolitique avec le financement de formations aux élus, avec l'Institut... Politicae, merci, qui est un institut de formation pour les élus vraiment, voilà, que t'as pas envie de former, en tout cas pas moi. Et aussi, autre point qui est quand même assez important, c'est qu'ils sont en train de créer un réseau qui dépasse la France. Parce qu'un ancien conseiller de Donald Trump a pris contact avec Pierre-Édouard Stérin en considérant que finalement sa méthode était intéressante. Un think tank similaire à Politicae aux États-Unis a aussi contacté Stérin pour essayer de créer des liens, etc. Donc, on a l'impression que finalement, c'est vraiment le camp conservateur qui s'organise incroyablement bien. Et c'est dramatique de le constater, qu'il est vraiment de partout, qu'ils ont l'argent. Et qu'il faut pas sous-estimer en fait le pouvoir, même le soft power que ça représente. Est-ce que Pierre-Édouard Stérin, cherche à s'affranchir des règles électorales, tu penses, Émilien ? Techniquement, évidemment, il les respecte toutes sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même des règles de financement de la vie politique, notamment, vous savez que, d'abord, pas de dons de la part de personnes morales. C'est forcément des individus physiques qui donnent, et ces dons sont limités à 7 500 €. Alors parfois, ça s'arrange un peu pour contourner via des prêts. On sait que le RN, par exemple, a été beaucoup mis en cause sur ça. Et toutes les questions d'assistants parlementaires, sur lesquelles ils ont été condamnés récemment, présumés innocents, tout ça, pour certains. Et finalement, une faille dans le système, c'est en fait si vous avez des gens qui ne sont pas des membres du parti, et qui font campagne malgré tout pour eux. Alors, évidemment, ils ne vont pas s'étiqueter comme tels, notamment, ça leur évite en plus de passer par le petit label, le petit label de l'Arcom, qui va limiter le temps de parole après. Donc finalement, c'est tout bénef. Donc, il faut financer en fait des médias, et Bolloré l'a déjà très bien fait avec CNews, qui en fait, alors, ils ne sont peut-être pas pour un candidat, ils sont pour en fait n'importe quel candidat d'extrême droite, identitaire, catholique, etc. Mais voilà, c'est des gens qui tout à fait roulent pour, notamment, on pense, beaucoup ont roulé pour Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Donc oui, dans ce sens-là, il n'y a pas tellement de limites de dépenses, et c'est pour ça qu'on peut avoir du 150 millions en 10 ans, c'est quand même colossal quand tu penses que c'est presque le montant le RN doit tourner autour de ça annuellement, de 15 millions. Donc c'est vraiment, il double quelque part l'argent qui est donné, et avec évidemment un adresse directe à la population, c'est vraiment d'une grande efficacité. Malek ? J'ai plein de choses à dire sur ce terrain, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de mon temps. Ce terrain, c'est important de le dire, ça franchit totalement de la loi française, parce qu'en réalité, il est en Belgique maintenant. Donc, il s'en tape un petit peu. C'est un exilé fiscal, il n'est plus ici. Oui. Il vit sa vie ailleurs. L'influence la richesse, les 150 millions, ça n'a pas un grand impact en réalité sur ce terrain, parce que il y a Smartbox, il y a son fonds d'investissement où depuis des années, il investit dans plein de startups. On parle de plus d'1 milliard en termes d'actifs sur ces startups-là avec ce fonds d'investissement. Donc 150 millions sur 10 piges, j'ai envie de te dire, c'est un peu goutte d'eau pour lui. L'influence, elle est un peu partout. Elle est dans Politicae. Et en fait, je veux aussi revenir sur sur l'importance de l'entendre sur cette commission d'enquête. Quand Stérin présente le projet Périclès, il y a un objectif très clair de 300 villes RN, gagné par le RN l'année prochaine sur les municipales. C'est pour ça que Cazenave, Léaumont veulent entendre Stérin, et parce que son nom est beaucoup revenu dans les travaux de la commission. À partir du moment où on a donc un mec qui décide de mettre de l'oseille avec un objectif très clair qui est que tel parti, le Rassemblement national nommé, doit gagner 300 villes sur les élections municipales, il y a du coup ingérence et il y a une véritable influence. La galaxie Stérin, comment ça s'organise ? Tous les petits observatoires, think tanks divers et variés, sur plein de sujets, sur la mer, sur l'école, sur la sécurité. Et après, ça te permet de les placer
sur CNews, il a été dénombré, il y a au minimum une fois par jour, un représentant d'un organisme financé par ce terrain qui vient et qui intervient sur CNews tous les jours. Ah, c'est intéressant. Sur les plateaux. Et ça, l'influence, donc ça, c'est le concret, c'est le direct. Politicae se présente comme un institut de formation. Il faut savoir que la formation pour les élus et pour les candidats, c'est un truc qui coûte de l'oseille. Là, en l'occurrence, ça coûte 0 pour les participants, parce que c'est même pas dans le cadre d'enveloppes qui sont destinées pour les élus, parce que là, c'est entièrement financé par ce terrain. Et pourquoi en réalité cet institut de formation? Parce que ça permet en fait de faire réunion avec beaucoup d'élus et de futurs candidats sans étiquette qui viennent et qui dans des sessions de formation vont rencontrer tiens, il y a Paul du RN, salut, tu vas bien camarade, on va passer une journée de formation ensemble. Pas camarade. Pas camarade. Mais on a l'idée, Vous m'avez compris. Et surtout, je voulais en parler. Il y a Hexagone, donc financé par Pierre-Édouard Stérin. Think Tank qui a commandé il y a quelques semaines un sondage à l'IFOP avec un panel de 10 000 personnes. Sur un sondage, 10 000 personnes, c'est quand même balèze. Généralement, ça tourne entre 1000 et 2000 personnes. Et là, on avait donc des questions très orientées. Et surtout, c'est la première fois que Jordan Bardella a été testé en frontal face à d'autres candidats sur un scénario 2027. Et donc, avec ce qui ressortait justement de ce sondage-là, c'est que Jordan Bardella ressortirait grand gagnant, autant que Marine Le Pen. Et la petite coulisse, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, du côté des équipes de Le Pen, quand ils ont appris qu'un sondage allait sortir sans que Marine Le Pen soit testée, ça a gueulé auprès des équipes de ce terrain et qu'en last minute, sur un panel de 2000 personnes, l'hypothèse Marine Le Pen a été testée. Évidemment, quand les médias ont parlé de cette étude du Monde, on parlait de cette étude d'Hexagone, à aucun moment on a expliqué au tout début qui était derrière Hexagone, et c'est en ça que c'est dangereux, c'est en ça que la commission d'enquête doit entendre ce terrain, et j'espère qu'on va pouvoir le tirer devant cette commission d'enquête. Le rapporteur de cette commission d'enquête, c'est le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont. On va le recevoir dans Backseat bientôt, on est en train de caler ça, justement pour en parler. Merci beaucoup pour le raid, Mister JD, merci les amis, bienvenue à vous. On continue à parler de politique dans cette émission Backseat avec un sujet qu'on voulait évidemment aborder, on ne pouvait pas passer à côté, c'est le sujet de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lundi vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Chariot de Gédéon, opération militaire lancée le week-end dernier. Hier soir, Netanyahou a évoqué la possibilité d'une pause dans l'offensive pour libérer des otages détenus par le Hamas. Et pour la première fois depuis 2 mois et demi, les camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza. Ce qui se passe à Gaza est grave. Léa, on sent que ça bouge beaucoup sur la scène internationale. Oui, ça commence timidement, disons-le, et un peu tardivement à mon goût. Je voulais faire un petit bilan de la situation humanitaire à Gaza. Ouais, volontiers. Près de 60 000 personnes tuées depuis le 7 octobre. 93% des enfants qui sont à Gaza en risque de famine, selon l'ONU. Ça représente 71 000 enfants. Et plus de 17 000 mères qui sont menacées de malnutrition aiguë. Au moins 212 journalistes qui ont été tués. Blocage de l'aide humanitaire depuis des mois. Et alors, soi-disant, l'aide humanitaire peut rentrer à nouveau dans Gaza, mais en fait, c'est au compte-gouttes. Et encore, au compte-gouttes, vraiment toute petite goutte. Et moi, je voulais quand même faire état, effectivement, des certaines réactions diplomatiques. La France, le Royaume-Uni et le Canada ont fait un communiqué commun en disant qu'ils allaient prendre des mesures concrètes, sans rentrer trop dans les détails, contre Israël, si jamais ça ne cessait pas et qu'ils ne remettaient pas en place le couloir humanitaire. L'Union européenne a annoncé réviser son accord d'association avec Israël. Le Vatican aussi condamne bien évidemment les faits. C'est une bonne chose, enfin, mais c'est pas assez. On le voit bien, puisque ça n'arrête pas Netanyahou. Ouais. Moi, je ne comprends pas ce qui manque en fait à ce monde et à ses gouvernants pour déjà arrêter de livrer des armes et faire. Surtout les États-Unis, en l'occurrence. Notamment, mais pas que. La France en a livré aussi. Faut pas l'oublier. 2, quand Netanyahou vole au-dessus
de la France et qu'il est sous mandat d'arrêt de la CPI l'empêchait de le faire. Ouais. Voilà, ça c'était une mesure très concrète que le gouvernement français aurait pu prendre il y a quand même un certain temps. Et surtout, la situation n'est pas nouvelle. La question que j'ai envie de poser ce soir à nos gouvernants et à ceux qui nous regardent bien évidemment, c'est combien vous faut-il de morts et de mortes sur la conscience pour vous bouger ? À quel moment allez-vous faire en sorte de faire cesser ce génocide et le massacre en cours ? Voilà. Et j'ai l'impression que ça fait plus d'une année maintenant, presque 1 an et demi, qu'on est là, on se retrouve, on en discute, et ça se répète. Et tout ce qu'on voit, les seules choses qui changent, c'est le nombre de personnes qui sont au quotidien sacrifiées par une volonté clairement à la fois et génocidaire et d'empire et de colonisation de la part de l'État d'Israël, avec une véritable complicité de la majeure partie des États occidentaux. Et je ne sais, encore une fois, et j'ai l'impression de me répéter après des mois et des mois, je ne sais pas ce qui manque encore aujourd'hui pour qu'il y ait une réaction. Et je suis très inquiète. Malek, Léa en a parlé, l'aide humanitaire commence à peine à entrer dans la bande de Gaza, mais en quantité bien trop insuffisante par rapport aux besoins des Gazaouis. Oui, désolé. Oui, on est sur... En fait, là, au-delà des bombes, il y a une volonté claire d'éliminer une population par la faim, par la famine, par le ventre. Et en fait, ça dit beaucoup de la cruauté. On est très loin là de la prétextée riposte au 7 octobre. On est sur un projet politique. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde est un peu en train d'évoluer. On en parlera juste après. On parle de plus de 2 millions de Palestiniens aujourd'hui là, qui sont affamés à l'heure où je vous parle. On parle de tonnes de nourriture qui sont à la frontière et qui sont bloquées. On parle de déplacés. En fait, là, avec des potes, j'ai un groupe de WhatsApp avec des amis d'enfance, de voir des vidéos de personnes en fauteuil roulant en train d'agonir, de marcher, de réclamer un bout de pain, une goutte d'eau, à Khan Younes notamment. C'est sous nos yeux et je pense que c'est pour ça que ça nous fait réagir. L'ONU a parlé il y a 48 heures de 14 000 bébés qui pourraient mourir si dans les 48 heures il n'y avait pas de réponse et un entrée des convois humanitaires. 48 heures après, rien n'est réglé. Donc là, dans les prochaines heures, ou peut-être à l'heure où l'on se parle, 14 000 bébés sont en train de mourir sous les yeux du monde entier. Ça, c'est les Nations Unies qui annoncent ce chiffre. Ça, c'est les Nations Unies qui le disent. Et les chiffres que j'ai donnés juste au-dessus, notamment sur les 2 millions qui sont actuellement affamés, c'est l'OMS qui les a donnés. Moi, je travaille avec une ONG qui travaille sur place, qui est une ONG française et internationale, LIFE, qui a été aussi endeuillée parce que 2 de leurs bénévoles sont morts fin mars. Et en coopération avec d'autres ONG, la situation, en fait, le terme urgence n'est même plus suffisant pour décrire ce qui se passe. On est sur donc à peu près 100-150 camions qui sont rentrés depuis lundi. Et il faudrait que 600 au minimum rentrent par jour pour pouvoir répondre à l'urgence. Et on en est très loin. Donc, on peut aussi dire que hier ou avant-hier, des diplomates européens, dont français, ont été tenus en joue par des soldats israéliens. Tout ça se fait avec des communiqués, avec des tweets de Barrot, avec des tweets d'Emmanuel Macron qui nous renvoient au 18 juin. Mais qu'est-ce qui restera de Gaza et du peuple gazaoui le 18 juin ? Je ne le sais pas. Où est-ce qu'on en est de la mobilisation en France ? Parce que je sais que les gens se mobilisent, les gens dans le chat en parlent. Comment on fait pour se mobiliser ? Il y a 1 an, on en parlait sur le plateau de Backseat. Regardez l'extrait, c'était Malek qui en parlait. Ces pays qui se prononcent pour la reconnaissance de l'État palestinien, j'ai l'impression que c'est en train d'accompagner quand même une certaine évolution dans l'opinion publique. Tout à fait. Où en fait on est vraiment en train de sortir de cette diabolisation de reconnaître les droits de civils palestiniens et la reconnaissance d'un État palestinien, c'est soutenir le Hamas, c'est soutenir les attaques du 7 octobre, c'est être antisémite. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de sortir de ça. Alors Malek, 1 an plus tard, on en est où de cette mobilisation ? L'histoire n'a fait que confirmer ce qu'on disait il y a 1 an. Cette émission, c'était au lendemain d'un concert qu'on organisait au Zénith de Paris avec le collectif Not About Us. Et je rappelle que ce concert, il a été organisé dans un contexte où toutes les manifestations étaient interdites.
et où le simple fait de dire qu'on voulait reconnaître les droits de civils palestiniens, c'était presque une offense dans le débat. Depuis, on le voit, tout le monde a évolué selon moi par contrainte. On voit que des paroles, on voit que des voix qu'on n'entendait pas sont en train de s'exprimer. On a eu Anne Sinclair il y a 15 jours de ça, la rabbin aussi Delphine Orvilleur qu'on a entendu. Le président de la République, j'ai l'impression que depuis qu'il est allé à la frontière égyptienne et qu'il a vu de ses yeux que oui, il y a des vies qui sont en jeu et que des gens meurent, ça l'a un petit peu fait réagir. Alors pour moi, c'est encore timide et de la parole aux actes, il y a de grands pas à faire. Mais oui, la mobilisation a évolué. Sur les manifestations, alors, il y a des manifestations sur la cause palestinienne en tant que telle, là où on retrouve ce qu'on a appelé en conférence de rédaction les éternels gens. Et oui, c'est ceux qui étaient là avant et ceux qui seront là demain. Il y a aussi un nouveau public, plus jeune, mais qui n'est pas non plus, qui n'est pas là en masse non plus. Il y a aussi des sujets dans les sujets. Il y a ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi la dissolution de collectifs comme Urgence Palestine, qui sont aussi des motifs de mobilisation. Mais il y a une nouvelle mobilisation. Dans une autre émission encore en novembre 2023, on parlait de génération palestine. Est-ce qu'il n'y avait pas une génération palestine qui était en train de se créer? Et c'est un peu ce que j'observe avec une génération qui est en train d'écrire sa page du militantisme sous contexte de génocide, avec un militantisme qui se fait en ligne, avec des gens dont que je vois pas spécialement communiquer sur des sujets d'habitude et qui tous les jours prennent la parole sur Gaza. Donc c'est peut-être aussi une mutation que les plus anciens vont devoir observer et accueillir à bras ouverts et ne pas rejeter parce que oui, on peut être dans la rue et c'est important. Il y a une mobilisation dimanche à 15h à République, mais il y a aussi une mobilisation qui peut se faire en ligne. Emilien, j'ai envie de t'interroger sur ce qu'en dit la droite, parce que c'est pas la gauche qui gouverne en ce moment. Je veux dire, la gauche, on sait ce qu'elle dit sur Gaza, elle le dit, elle essaye de le dire au maximum. La droite, j'ai l'impression qu'ils n'en parlent même pas. Oui, alors c'est un peu étonnant, non, mais par rapport à ce qu'ont dit mes camarades, c'est qu'en fait, c'est l'indifférence. En fait, quand l'indifférence, je peux même pas dire qu'ils sont au courant et qu'ils s'en fichent. Je ne sais pas, en fait, quel est l'état de leur connaissance du sujet. Ils s'expriment pas. Alors, un intérêt quasiment nul, ça, je peux pas à peu près sûr, mais c'est un sujet qui n'existe pas dans le discours. Parce que depuis un an, c'est plus longtemps, mais depuis un an particulièrement, c'est les questions de migration, de sécurité et d'assistanat, et c'est à peu près tout ce qui se dit chez les Républicains. Ceux qui parlent aujourd'hui du gouvernement ne sont pas spécialement des Républicains. Sophie Primas est obligée parce que c'est la porte-parole, mais sinon c'est plutôt des gens comme Jean-Noël Barrot qui sont issus plutôt du macronisme. On a eu des voix très timides parfois, comme Aurélien Pradier, mais qui est plus dans le parti. Et finalement, en fait, on a une rupture avec une tradition plus ancienne, qui était hérité, on va dire, du gaullisme et notamment... oui, c'est la politique arabe de la France. Voilà, alors bon, c'était pas une politique qui était spécialement pro-palestinienne, mais en tout cas, c'était une politique qui se voulait d'équilibre entre Israël et Gaza et qui gardait... Et Israël et Palestine. Il y en a dans le chat qui parlent de Villepin, c'est exactement ça, oui. Voilà, ça. Et qui gardait comme horizon, à un moment donné, la création la politique des deux États. Ouais. Bon. Évidemment, les actions n'ont pas été immenses en la matière, mais au moins, il y avait cette idée que la droite, c'est le gaullisme, et le gaullisme, c'est la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est aussi une forme de partiel désalignement sur la politique états-unienne, et notamment l'idée que on peut avoir des relations avec des pays dits à l'époque du tiers-monde, il y a très longtemps. Alors évidemment, c'était aussi des soutiens à des dictatures du monde arabe, mais c'était quand même l'idée que non, on ne va pas tout leur donner. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé, effectivement. Du temps, il y avait encore Meir Habib, il est toujours là, mais il n'est plus député. C'était lui qui parlait, et donc c'était évidemment pas une image particulièrement équilibrée. Non, vraiment, c'est un désintérêt assez flagrant de la part de la droite sur toutes les questions internationales, d'ailleurs, de manière générale. Léa, tu as remarqué un point intéressant, c'est une évolution dans la couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza. Oui. Je suis pas mal, notamment des médias britanniques et états-uniens, mais aussi les médias bien évidemment européens. Et j'ai effectivement le sentiment, enfin, encore une fois, qu'il y a un petit changement de cap et qu'il y a quand même un accompagnement en fait de cette timide indignation, effectivement, qui est quand même un peu pas inattendue, mais
Encore une fois, c'est jamais assez, mais voilà, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des prises de position dans les médias qui étaient quand même plus affirmées que ce qu'on pouvait, et peut-être plus général aussi que ce qu'on pouvait faire. Il y a eu un édito du Monde quand même contre Netanyahou, ce qui était quand même pas tout à fait gagné non plus. Je dis pas que le Monde n'a pas couvert ce qui se passe à Gaza, loin de là, mais de là à ce que ça devienne éditorial. Il était salé l'édito du Monde. Et assez salé, effectivement. Je l'ai relu ce matin pour vérifier, mais c'est un tournant nécessaire, trop tard, encore une fois, trop tardif. Mais voilà, j'espère que ça pourra quand même faire un peu bouger les lignes. Et encore une fois, je ne sais pas ce qui manque aux gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ou qui ferment les yeux, que ce soit des personnes de la classe médiatique, politique, mais pas que, le monde de la culture. Je pense à plein de gens qui soit se taisent, soit continuent à dire que c'est bien légitime, qu'Israël a le droit de se défendre, etc. etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand on regardera dans quelques années ce qui s'est passé, quelle responsabilité ces gens-là auront sur leurs épaules? Moi, je dresse un parallèle avec 39-45, et j'ai pas de problème avec ça, je le dis, clairement. Il y a eu des responsables, il y a eu des complices, et honnêtement, j'espère vraiment, mais vraiment, que les personnes qui aujourd'hui ne prennent pas la parole et ne se positionnent pas clairement sur ce qui est en train de se passer, notamment les personnes qui ont le pouvoir de le faire, que ce soit d'un point de vue politique ou médiatique, vont quand même payer un peu, parce que franchement, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Ça fait des mois, bientôt des années qu'on est en train d'alerter sur ce qui se passe, tout le monde sait ce qui est en train de se passer, on a les informations qui sont sous nos yeux, et on est encore dans l'inertie, on est encore dans le mépris en fait du peuple palestinien. C'est ça qui est en train de se jouer à une grande échelle. Un mépris qui est institutionnalisé, un mépris qui est concerté, une instrumentalisation aussi de l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme existe, c'est vrai. Il y a eu 2 diplomates israéliens qui ont été assassinés à Washington. C'est abominable. Que fait le gouvernement israélien? Il rebondit en instrumentalisant et en disant, vous voyez, c'est les gouvernements européens qui sont en train de se dresser contre Israël, c'est de leur faute, etc. C'est abominable. Il faut arrêter. Je ne sais pas comment. Je suis démunie de solutions, mais c'est juste abominable. Et je ne sais pas comment on peut continuer à vivre normalement dans ce monde où on a un génocide qui est là sous nos yeux, mais toutes les minutes. Toutes les minutes. Affaire à suivre en tout cas, on essaiera de continuer à en parler dans Backseat dès lors que l'actualité nous en donnera l'occasion. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans ces sujets de la semaine, c'est pas forcément un sujet de la semaine, c'est un sujet un peu plus profond, mais c'est la question des référendums. Emmanuel Macron, dans son interview la semaine dernière, a une nouvelle fois évoqué la possibilité d'un référendum. Il avait parlé notamment du dossier de la fin de vie qui pourrait potentiellement faire l'objet d'un référendum. Bon, il se trouve que la constitutionnalité est pas claire, c'est pas sûr du tout que ce soit possible de faire un référendum sur la fin de vie, mais la question c'est quand bien même est-ce que ce serait souhaitable? Est-ce que toutes les questions, est-ce que tous les sujets sont submissibles au référendum des Français? Est-ce qu'on peut soumettre toute question au peuple pour qu'il le ratifie lui-même? C'est vraiment une question qui, moi, me taraude depuis assez longtemps parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. J'ai toujours le même exemple qui m'avait marqué à l'époque, c'est le mariage pour tous. J'ai vu en France, des millions de gens manifestaient pour réclamer un référendum sur le mariage pour tous. Et moi, j'étais en face et je disais non. Je ne veux pas que l'on confie la vie des homosexuels comme ça au vote de mes oncles, de mes tantes, des gens de ma famille. Non, je suis délégé, je ne veux pas que les minorités soient comme ça soumises. Et on en parlait dans la préparation parce qu'en même temps, j'ai bien conscience en disant ça de porter atteinte à un fondement important de la démocratie. C'est la possibilité pour le peuple de décider par lui-même, sans passer par ses représentants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question ? Moi, j'aime bien la question du référendum. Elle m'amuse un peu. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est un outil de démocratie directe, quasiment un des seuls. Mais c'est un outil de démocratie directe qui est, à mon sens, mal utilisé, ou en tout cas mal conçu. Tel qu'il est outillé aujourd'hui. Je m'explique. Déjà, on est sur souvent des questions qui n'apportent pas de nuances. Dont les réponses attendues n'apportent pas de nuances. C'est soit oui, soit non. Bon, ok, très bien. Mais parfois, entre oui et non, il y a tout un tas de raisons qui poussent au oui, qui poussent au non, et peut-être qu'on aurait parfois envie et besoin d'avoir d'autres possibilités de réponse. D'une part, comme au quiz à la con, un peu, on pourrait avoir A, B, C, D. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est finalement
un peu dangereux parce qu'il est souvent instrumentalisé pour redorer le blason des politiques. On l'a vu, hein, c'était quand même l'outil préféré du général de Gaulle pour un peu tâter l'opinion et essayer de redorer son blason ou de se casser le cas échéant. Et là où j'ai un peu une crainte sur ce que Macron voudrait faire et sur ses intentions réelles face au référendum, parce qu'il a dit qu'il fallait dépasser cette crise, le peuple avait besoin de se prononcer, c'est que les sujets qu'il a mis sur la table assez brièvement lors de cette interview absurde sur TF1, c'était des sujets où vraisemblablement on avait le sentiment que c'était un peu genre le programme de travail de l'Assemblée nationale. Il a parlé de budget, il a parlé de fin de vie, bref, un peu comme si il avait pour ambition de se servir du référendum pour dépasser cette crise institutionnelle dans laquelle il s'est enfoncé tout seul, rappelons-le, qui est ce blocage au Parlement où il n'a plus de majorité. Donc voilà, moi je m'interroge sur les intentions réelles de celles et ceux qui pourraient être à la manœuvre. Et je pense qu'un bon référendum, c'est un référendum qui a en tout cas une part de délibération en amont. Ouais. Ce qu'il faut faire, voilà, on parle souvent du référendum d'initiative citoyenne délibératif. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. C'est entre la Convention citoyenne et le référendum. Mais le référendum tout seul, je le trouve un peu dangereux. Et on s'était posé aussi la question lorsqu'on a porté avec des associations l'IVG dans la Constitution, parce qu'à un moment donné, c'était une proposition de loi, et donc l'issue constitutionnelle d'une proposition de loi constitutionnelle pour réformer la Constitution, c'est forcément le référendum. Et donc moi, je me souviens, à l'époque, on avait discuté de tout ça, il y avait un point de vigilance qui était, est-ce qu'on veut vraiment, compte tenu du moyen des anti-choix, oui, c'est un peu le sujet que je souligne, aller sur ce terrain, puisqu'on sait très bien les moyens qu'ils ont, la campagne abominable que ça aurait été, et le risque finalement de se retrouver avec le rejet de l'IVG dans la Constitution, parce que finalement le camp d'en face, le camp du non en quelque sorte, est beaucoup plus puissant. Et donc voilà, je pense que c'est un outil à améliorer et certainement pas à instrumentaliser. Malek, t'en penses quoi ? En fait, je pense que c'est ça. Il faut repimper cet objet. Alors déjà, il faut que le référendum soit suivi et écouté. Déjà, je pense que c'est une... Tu fais référence à 2005 ? Bah oui. C'est quand même une belle grosse étape. C'est quand même une belle condition sine qua non pour que après, j'ai un avis différent là-dessus, mais ouais. Et deuxièmement, de la nuance, oui. Et moi, par contre, oui, il y a des sujets. Mais en réalité, j'ai un peu l'impression que la Constitution clarifie déjà un peu ce truc de... Il y a des sujets qui ne doivent pas être soumis à référendum. Et moi, par contre, après, je ne veux pas entendre Emmanuel Macron me parler de référendum à partir du moment où il n'a pas voulu de référendum sur la réforme des retraites. Voilà. Ah, ça, sur ce sujet. Parce que pour le coup, on est sur le périmètre décrit par la Constitution. Ah, pour le coup, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Oui, ça, c'est absolument certain. Et pour le coup, dans la... Non, sur le fait que Emmanuel Macron ait démonétisé l'idée même de référendum avant même d'en proposer un, c'est ça. Mais attends, mais ça pose une bonne question, parce que si y a un référendum qui est proposé demain, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Ça va être une question. Est-ce qu'il faut boycotter ou pas le référendum ? Tu vois, il va y avoir une campagne du oui, une campagne du non, une campagne du boycott. Donc j'ai hâte de voir les émissions Backseat, ce qu'on aura quand il y aura un référendum qui aura été proposé. Ça peut être marrant, ça peut être extrêmement fun. Mais je reviens, je voudrais clarifier ce que je disais tout à l'heure sur les limites inhérentes à l'exercice du référendum. C'est que la toute-puissance de la volonté populaire, ça a été la construction sur laquelle on a bâti la République et les États-nations pendant à peu près un siècle et demi. Et tout ça s'est fracassé sur la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'à partir de 1945, on s'est dit collectivement qu'une démocratie adulte, c'est une démocratie capable de se limiter elle-même par les droits de l'homme. On ne peut pas soumettre les droits de l'homme à référendum, on ne peut pas soumettre les droits de l'homme à négociation. Il y a des droits qui, dès lors qu'ils sont reconnus à toute personne qui partage la dignité humaine, on ne peut pas revenir dessus. Et moi, c'est à ça que je suis accroché. Et je ne veux pas que les aléas du temps nous permettent de revenir sur des choses que je considère comme étant des droits. Et je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Le droit pour des homosexuels de se marier, je considère que c'est un droit. Un droit pour une femme d'avoir recours à l'IVG, je considère que c'est un droit et qu'on ne doit pas en discuter publiquement comme ça à l'occasion d'une campagne référendaire pour les raisons que tu as exposées. Je veux pas la vivre, cette campagne-là. La peine de mort. Vous imaginez c'est aussi des sujets. Hein. En plus, moi j'ai connu le référendum de 2005, c'est des émissions à la télé avec le camp du oui, le camp du non, à part égale de temps de parole. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans certains cas. Bon, sur l'Europe, en l'occurrence, c'était plutôt de très haut niveau, je trouvais. C'était assez intéressant, même un peu chiant. Mais voilà. T'en penses quoi, toi, Émilien ?
Le sujet est délicat parce qu'il a été beaucoup en fait instrumentalisé par les politiques. C'est-à-dire que chacun a sa petite proposition de référendum, il y en a qui veulent même en faire tous les ans. Donc en fait, ça devient le truc où on va vous redonner la parole, ce qui est un peu bizarre parce que si vous élisez quelqu'un, surtout si vous lui donnez la majorité au Parlement, c'est bizarre qu'ils disent non, on va pas le faire nous-mêmes, on va vous demander. Enfin, il y a un truc un petit peu bizarre. C'est vrai. Après, effectivement, c'est toujours compliqué le référendum parce que techniquement, je ne sais plus qui disait que en démocratie, le peuple n'a pas toujours raison, mais c'est le seul qui a le droit de se tromper. Mais il y a ce petit côté, effectivement, et c'est l'argument souvent qui mobilise, et vous avez peur du résultat. Bon. Ce qui est à craindre, c'est les sujets, les moments où le référendum est mal fait. Quelque part, le Brexit, moi, je ne considère pas que les gens forcément votent mal. Les gens, dans les élections aussi, sont parfois désinformés, votent pour tout un tas de raisons, et finalement, on ne peut pas décider, on ne peut pas demander aux gens de bien voter avec la bonne mentalité. Mais le problème du Brexit, c'est que on demandait aux gens est-ce qu'il faut sortir ou rester, sans aucune idée de ce que ça a donné comme conséquence de devoir rester. Et on a vu les conséquences derrière. Oui. Voilà, sur le hard Brexit, le soft Brexit, en fait, personne ne savait ce que ça voulait dire. En fait, parce qu'il n'y avait pas de projet de une autre relation avec l'Europe. C'était juste, on arrête quelque chose. Et un certain nombre de gens qui ont voté pour le Brexit le regrettent aujourd'hui. Voilà, et ils regrettent. Donc la question se pose. Éventuellement, est-ce qu'il faut avoir plusieurs moments de concertation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une bonne information. Il faut que les gens soient mobilisés dessus. Si c'est pas mobilisé, ça donne le référendum de 2000 sur le quinquennat où en fait tout le monde s'en fiche, et peut-être même certains commencent à le regretter. Il faut prendre les citoyens pour ce qu'ils ont, c'est-à-dire des gens qui ont effectivement la souveraineté et le droit de voter et sont compétents par principe. Et après, à nous de faire en sorte qu'ils le soient le plus possible. Après tout, il y a les gens politisés sont pas plus, c'est principalement démocratique, c'est qu'on les présume pas plus compétents que les gens qui ne sont pas politisés. Et à mon sens, est-ce que j'ai regardé beaucoup d'articles de jury sur la question, en fait, il faut que ça reste aussi quelque chose d'assez exceptionnel. On a donné souvent le référendum sur des questions exceptionnelles. Bon, alors après, c'était discuté, mais l'élection du président au suffrage universel direct, les questions des accords d'Évian, le traité de Maastricht, l'Europe. Donc, c'est des moments où on se dit, en fait, ça engage tellement l'avenir du pays, et je pense que la réforme des retraites aurait pu être le cas, qu'il faut que la population décide, ou alors, finalement, le débat est tellement tendu à l'Assemblée qu'il faut que le peuple qu'on en revienne au peuple. C'est pour ça que je trouve l'idée de trouver un référendum bizarre. Pour moi, le référendum, il s'impose de lui-même quand les situations le veulent. Il faut faire en sorte qu'il soit bien accompagné. Mais trouver un référendum pour un référendum parce que ça fait 20 ans qu'on n'en a pas fait, je trouve ça un peu bizarre. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je me demande vraiment s'il n'y a pas d'autres solutions, par exemple des consultations citoyennes. C'est pas la même chose qu'un référendum. Un référendum, je vous rappelle quand même que c'est la réponse par oui ou par non à l'entrée en vigueur d'un texte, quel qu'il soit. Et on peut en discuter, etc. Mais c'est obligatoire, oui ou non, là, dans la Constitution ? Constitution, article 11, article 89, par jurisprudence constante, je crois que c'est toujours oui ou non, Conseil constitutionnel a tranché. C'est un texte de loi adopté. C'est un texte de loi adopté ou une réforme de la Constitution, mais c'est effectivement l'entrée en vigueur d'un texte. Bon. Il y a aussi une autre possibilité, ce serait bien qu'on mette en œuvre dans notre pays une culture de la consultation citoyenne, où effectivement on pourrait avoir davantage de référendums. Alors là, pour le coup, on pourrait avoir des choix multiples, on pourrait avoir des questions différentes, on pourrait avoir un petit système presque à l'américaine. Moi, par exemple, je considère que le jour où on va voter pour les élections régionales, par exemple, et tant qu'à faire, puisqu'on se déplace, ce serait peut-être l'occasion de nous proposer un référendum au même moment, ou une consultation citoyenne, même une consultation locale, pourquoi pas. Les référendums locaux pour une élection régionale ne seraient pas totalement dégueu. En même temps, en plus, vraiment le même jour. Franchement, on fait des économies d'argent, on économise le temps des gens, etc. C'est vraiment plutôt une bonne idée. Et puis, il y a aussi l'exercice des conventions citoyennes. Moi, à titre personnel, j'aime bien les conventions citoyennes. Je trouve que c'est un bel objet. Je trouve que ça devrait être respecté mieux derrière par la politique. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais à la limite, c'est un deuxième sujet qui est très important. Mais l'exercice même de la convention citoyenne, des citoyens tirés au sort qui délibèrent après avoir été formés sur un sujet. Après avoir travaillé sur le fond. Voilà, on est une démocratie adulte. À mon avis, ça gagnerait à être développé davantage. Donc, c'est pour ça que je pense que la question référendum par référendum, c'est pas une bonne question. Elle est aussi bête qu'un référendum, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, le oui ou le non. Vous voyez le côté un peu sans nuance. Moi, je pense que la nuance, elle est dans quand est-ce que dans ce pays, on expérimente des trucs ? Quand est-ce qu'on ose changer les choses ? Les conventions citoyennes, ça a été une expérimentation. Je considère que ça a fait ses preuves. J'espère qu'on en verra d'autres à l'avenir.
Les consultations citoyennes, par pitié, faites-en. Voilà, c'est le moment, on y va, on essaye d'imaginer, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'ambition pour un gouvernement, mais je pense qu'on peut y arriver, quoi. C'est dommage, d'ailleurs, qu'un Bayrou Premier ministre ne pousse pas justement pour la Convention citoyenne sur la démocratie, par exemple. Ce qui, pour le coup, franchement, parlons de François Bayrou, vieux démocrate qui, depuis 25 ans, en parle beaucoup de la démocratie. Oui. Moi, j'ai connu des interviews à rallonge de François Bayrou, je suis sûr qu'on pourra retrouver les archives, où il nous parle de proportionnel, où il nous parle d'innovation dans le vote, de décentralisation plus intelligente, de participation citoyenne, d'inclusion, etc. Enfin, je veux dire, moi, j'ai connu mon Bayrou plus démocrate que ce qu'il est à l'exercice. C'est dommage, quand même. Mais peut-être qu'il est tenu par son ministre de l'Intérieur, je sais pas. Je me rends pas compte. On va pas refaire le débat.